Je veux juste t'avertir tout de suite pour pas que tu tâches ton monde diplomatique Ouais. qui est pas à toi. Ah, il est déjà c'est le même. Ah, c'est celui de la semaine passée. C'est déjà fait, le c'est crime est celui fait. que Est-ce qu'on a j'allais une dire la semaine intro? Oui. Ouais? Ben, T'as ça, toi? Julia, OK, ça part, ouais. avant-hier, on est allé au quiz, la gang de Qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi? Moi, je suis pas allée au quiz de personne. Ben non, parce que c'était un quiz sportif et Ah tu oui. nous as clairement signifié que tu voulais Ouais, pas ouais. On m'a être demandé là. 4 fois, puis j'ai vraiment réitéré mon désintérêt autant de fois que j'ai dû le faire, là, puis ça m'intéresse pas. On est allé au quiz, il y avait Thomas, il y avait Marin, notre analyste Ouais. chouchou. OK? Vous avez gagné? Il y avait également Denis Wong, Attends, c'est un quiz quoi? C'est un quiz sportif organisé par la presse. Voilà, OK. la presse sport. Là. Ouais. Et c'était La étonnamment... section que je lis Jamais. Bon, jamais. que je lis, moi, toujours. Et c'était étonnamment extrêmement populaire. Le bar était rempli, mais à Gars. craquer. Là. Ah, ouais. À craquer. Non, il y avait des filles aussi, mais principalement des gars. On va pas se mentir. Et ça débordait. Et là, moi, de voir ce quiz, de voir cet enthousiasme, puis je comprends là, que c'est pour la chose sportive, il y a peut-être des geeks. Je me suis dit, et si jamais, qu'est-ce qui se passe, s'organisait un quiz? Ah, un quiz qui se passe, mais devant public? Ouais! Ah, t'en as pas parlé à l'équipe, mais tu le lances comme ça, ils n'auront pas le choix de le faire. Exact. S'il y a pression Je trouve que c'est une bonne populaire idée. significative Mais et un suffisante. quiz genre actu Ouais. et culture générale. Et sport. Oh my God, on va en reparler, là. Et musique classique. Oui, mais... Ah, c'est soit les deux, soit rien. Give and take. Give and take, give and take. Prendre et laisser. Est-ce que j'haïs plus le sport que j'aime la musique classique? Non, impossible. Élément de décor! Oh my God! Plus proche de moi, je pense. OK, à l'Halloween, Catherine, notre collègue aux archives, était déguisée en le papillon de Radio-Canada, là, les ailes de Extraordinaire déguisement. Radio-Canada. Et elle nous a raconté qu'il y a quelques années, elle s'est déguisée en la tour brune de Radio-Canada. On voulait une preuve et un élément de décor parce que là, c'est pauvre, là, notre affaire. Et elle nous a apporté sa tour brune. Oh! Porte-la, Oli, voir. Elle est extraordinaire. Oui, je vais l'essayer. Je vous reviens dans quelques minutes. OK. Wow! Brise-la pas, quand même. Je dirais que c'est pas mal le meilleur que je peux jusqu'à maintenant. Là. Brise-le pas, là. Oh! C'est juste comme pour les bras, ça sera pas possible. Ah oui, OK. C'était comment ton expérience d'être la tour brune? J'ai adoré l'expérience. Vraiment En parce tant que grand nostalgique de la tour brune, faut dire, moi, je l'ai pas connue Ouais, ça. personnellement. Mais toi, oui, et t'en parles beaucoup. Et Qu'est-ce je que tu trouve veux ça dire? correct, Bah, correct. mais redondant. Mais félicitations, Catherine, pour ta créativité dans la création de costumes et ainsi que pour Et création de décor, c'est tellement... Je suis tellement contente. Ça va être... cet élément de On décor. va pouvoir le Voilà. garder pour toujours? Il est prêté à long terme, apparemment. Prêté à long terme, j'aime ça. C'est juste, il faut trouver un endroit où Ben, il est là. l'entreposer. Ah, oh. Hey, c'était bon, hein, ça, comme intro? Qu'est-ce qui se passe dans le corridor de Radio Cannes? Qu'est-ce qui se passe avec Olivier et Julia? Olivier, tu me permets de commencer? Oh oui. Parce que moi, j'ai passé... Je vais passer en numéro 2. Très bien. Pas de problème avec ça. J'ai passé quelques heures cette semaine à la Cour municipale de Montréal Oui. parce que je refuse de payer mes contraventions. Ah, tu fais bien, moi aussi, je vais c'est souvent. parce que c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y avait un dossier vraiment, vraiment intéressant qui se penchait sur des faits qui sont survenus en octobre 2022. Peut-être que tu te souviens que des militants écologistes avaient occupé le terminal pétrolier Valero. Tu t'en souviens? Mhm. Parce que moi, j'étais pas journaliste à Mais cette t'étais époque. pas né, je pense. J'étais pas née en Ouais, c'est ça. Donc, 2022. c'était en 2022. J'étais C'était encore tout dans l'œuf. juste avant ta naissance. là. Exact. Donc, ils ont occupé le terminal pétrolier Valero pendant plusieurs heures. C'est un terminal pétrolier qui est dans l'est de Montréal. J'ai Oui. pointé par là. Mais, à- non, tu c'est l'avais. Tu l'avais. T'as pointé plus. Oui. Non. Par là. Bon, dans tous les cas. Dans l'est de Montréal, C'est juste faux savoir que Julia elle a beaucoup, beaucoup de qualités, notamment se souvenir de fables absurdes. Là, mais... absurde. Non, mais absurde. C'est absurde que tu te souviennes de ces fables-là. Mais s'orienter dans la ville, additionner incapable. des chiffres simples. Bon, non, on va pas là. On va pas là. OK. J'ai même pas dit pourquoi ils ont occupé le terminal pétrolier. En fait, c'est pour exiger la fermeture de l'oléoduc 9B d'Enbridge. Bon, ça leur a valu d'être arrêtés, d'être accusés de méfaits, d'entrave au travail des policiers et d'entrée par effraction. Oui. Parmi les accusés, on retrouve notamment Olivier Huard Qui- et Jacob Pirot.
qui ont grimpé sur le pont Jacques-Cartier là, récemment, là, en octobre. Oui, là encore, c'était pour sensibiliser à l'urgence climatique, pour réclamer la fin des énergies fossiles. Et là, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque le procès se tenait cette semaine, va se terminer vendredi, ils étaient 12 accusés au départ, OK? 2 d'entre eux ont plaidé coupables, mais les 10 autres, et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, ont plaidé non coupables en invoquant une défense qui peut sembler inusitée. Ils ont plaidé la défense de nécessité. Et là, bon, maintenant que j'ai passé quelques heures à la Cour municipale de Montréal, je me sens tout à fait à ma place quand je vous fais un cours de droit 101 sur la défense de nécessité. C'est invoqué notamment dans des cas de conduite à faculté affaiblie, d'excès de vitesse. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, par exemple, oui, j'ai dépassé la limite de vitesse, donc c'est illégal, mais je conduisais ma femme gravement blessée à l'hôpital, donc c'est ça qui justifie mon acte. En fait, il faut 3 critères pour justifier la défense de nécessité. Je m'essaye. OK. Pas avoir d'autres options? Pas d'autres options légales. D'accord. OK, ça, c'est une. Pas d'autres solutions raisonnables ou légales. Avoir essayé d'autres options? Ça, c'est la même. La même, dans le fond. Ouais. Ouais, ben, des synonymes, comme on dit. Pas avoir le choix. Ben là, c'est ça, c'est comme pas mal toujours la même que tu me répètes, là. Ça dépend Quoi comment tu d'autre? le regardes. Veux-tu que je te donne les 2 autres? Être acculé au pied du mur. Ben, en quelque sorte, il faut qu'il y ait un danger imminent et évident. C'est ça. OK? Donc, ça, c'est le premier. Deuxièmement, comme tu l'as dit, qu'il n'y ait pas d'autres solutions raisonnables et légales. Et troisièmement, qu'il y ait une raisonnable proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. C'est donc ce que plaident ces 10 militants écolos dans le cas de l'action de Valero. Dans leur cas, le danger imminent et évident, tu l'auras deviné, Olivier. C'est la crise climatique. C'est la crise climatique. Tous les éco-anxieux peuvent avancer la vidéo ou l'audio de quelques secondes, parce qu'il faut quand même qu'on revienne rapidement sur les faits, même si on les connaît un peu. Mais bon, dans son rapport provisoire sur l'état du climat en 2024, publié le 11 novembre dernier, l'Organisation météorologique mondiale sonne, et je cite, « l'alerte maximale face au rythme effréné du changement climatique ». D'ailleurs, 2024 est en voie d'être l'année la plus chaude et de dépasser pour la première fois 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et de détrôner l'année qui était la plus chaude avant elle, c'est-à-dire 2023. J'adore quand tu fais des liaisons comme ça, avant elle. C'est génial. D'ailleurs, on enregistre jeudi, donc demain, vendredi, se termine en Azerbaïdjan la COP 29. Oui. Donc, pour la 29e fois, il y a cette conférence climatique de l'ONU où les scientifiques ont encore une fois martelé qu'il y avait une urgence, en fait. La grande question, c'est est-ce que la défense de nécessité pourrait fonctionner dans le contexte de ce cas particulier face au changement climatique? Parce que c'est la première fois que des activistes invoquent cette défense-là au Canada. Faux. Non. Bon, c'est pas la première fois. Ceci dit, est-ce que ça a déjà fonctionné, Olivier? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Michael Nguyen du Journal de Montréal rapportait que ça avait déjà été plaidé en cour municipale de Montréal, ailleurs aussi, là, mais en cour municipale. Il y a un Montréalais qui avait collé des étiquettes sur des produits alimentaires pour s'opposer aux OGM. Dans ce cas-là, il avait été déclaré coupable de méfaits. Donc, la défense de nécessité n'avait pas fonctionné. Selon le juge, la défense ne pouvait pas être invoquée pour justifier la détérioration d'un bien privé. Revenons-en à Valero. Ce qui est intéressant, c'est que la défense a présenté à la Cour des experts qui démontraient l'ampleur de la crise climatique. Puis il y a une experte qui parle, qui explique, à quel point on est proche du point de non-retour, les zones qui vont être affectées, la biodiversité, les morts qui peuvent être causées. Et le juge lui a demandé en interrogatoire la question suivante. OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Oui, c'est quoi la solution au changement climatique? Qu'est-ce qu'on fait face à l'ampleur de cette crise-là? Ce qui le rend peut-être réceptif à l'argumentaire et à la défense qui est proposée. Là. Oui, c'est ce qu'on va voir. Parce que ça n'a pas fonctionné dans le passé, mais dans le passé, on en savait moins sur la crise climatique. Et dans le passé, la crise climatique était moins pressante. Je pense qu'on peut dire qu'elle est de plus en plus pressante à mesure que les heures, que les jours avancent. D'ailleurs, ça a déjà fonctionné, mais pas à Montréal, pas au Québec, pas au Canada, aux États-Unis, en 2018, dans le cas Massachusetts contre West Roxbury Protesters. Ça ressemble un peu, d'ailleurs, au cas de Valero. Là. On pourrait faire des parallèles. Il y a des militants écolos qui avaient tenté de bloquer la construction du pipeline West Roxbury Lateral. Ils ont plaidé la défense de nécessité. Ils ont gagné leur procès. Donc, aux États-Unis, ça a déjà fonctionné, ailleurs dans le monde aussi.
Donc là, ça va être particulièrement intéressant de voir la décision que va rendre le juge. Plusieurs s'attendent à ce que la décision soit portée en appel, donc que des plus hautes instances aient à se pencher là-dessus. C'est ce que le juge semblait suggérer. On va voir. Une chose est sûre, la défense de nécessité pourrait faire jurisprudence, donc pourrait être appliquée à d'autres cas environnementaux, notamment celui du pont Jacques-Cartier, dont on parlait plus tôt. C'est pas la même chose. Est-ce que ça pourrait être appliqué de la même façon? Qui sait? D'ailleurs, sur le cas du pont Jacques-Cartier, j'en profite pour y revenir rapidement. Là. Les deux grimpeurs, Olivier Huard et Jacob Pirot, ainsi que leur agent de liaison avec la police, Michel Lavoie, ont été arrêtés et accusés de méfaits. Jusque-là, bon, c'est pas très surprenant. Là. La loi est ainsi faite. Mais ce qui a fait réagir, puis ce qui a beaucoup fait jaser ces derniers temps, c'est qu'après avoir été arrêtés et accusés, ils ont été détenus pendant plusieurs jours après leur arrestation. À la connaissance de leur avocate, Maître Barbara Bedon, c'est la première fois que des militants écologistes sont détenus pendant plusieurs jours au Québec. La Couronne a évoqué qu'il y avait une crainte de récidive. C'est ce qui a justifié sa décision. Je me permets d'ailleurs de rappeler qu'il y a une action similaire qui avait été menée sur le pont il y a 5 ans. En 2019. En 2019, tu te souviens de la date parce que... J'y étais, en tant que journaliste. Oui, bien sûr. Et dans ce cas-là, les militants avaient seulement été détenus quelques heures. Il y a aussi les conditions de remise en liberté qui ont été critiquées. On demandait initialement aux 3 militants de ne pas parler aux médias. Louis-Philippe Lampron, professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université Laval, avait dit à la presse qu'il y avait clairement une atteinte à la liberté d'expression par rapport à cette condition demandée. Ce qui est intéressant, puis je pense que c'est ce qu'il faut retenir, là, c'est que ça s'inscrit dans un contexte où les Nations unies, cette année, ont publié un rapport pour exprimer leur inquiétude face à une augmentation de la répression envers les militants écologistes. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l'environnement, le Français Michel Frost, a dit ceci. La répression que subissent actuellement en Europe les militants écologistes qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains. C'est en Europe, mais c'est dans les démocraties en général. Il y a de plus en plus de chercheurs qui se penchent là-dessus. C'est intéressant et ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce dossier-là de Valero, parce que évidemment, tout ça va vouloir dire beaucoup pour les activistes climatiques et autres à l'avenir. Oui, clairement. Et ça, c'est un procès qui se termine... Vendredi. On ne connaîtra pas l'issue du procès vendredi, mais il va se terminer vendredi. Et voilà, on surveille ça de près, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que justement, le juge est exposé à tout un argumentaire qui, techniquement, là, légalement, habituellement, n'a pas à voir avec l'action et le geste qui est reproché. Souvent, on se penche légalement sur le geste. Oui. Là, c'est comme, voici un exposé de pourquoi la crise climatique est vraiment pressante et pourquoi il faut agir rapidement et pourquoi on a choisi cette voie-là. Mais oui, si on en revient aux 3 points là, pour la défense de nécessité, ils doivent prouver qu'il y a un danger imminent et évident. Donc, ils doivent prouver que la crise climatique en est là, qu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable et légale. Donc, les militants que j'ai entendus témoigner parlent de leur parcours de militantisme, puis parlent de toutes les actions légales qu'ils ont faites avant. Et ils expliquent pourquoi, dans ce cas-ci, ils pensaient qu'on en était arrivé là. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'autres solutions légales pour faire entendre leur message, pour faire entendre le fait qu'il y avait un danger imminent et évident. Et selon eux, bon, le mal infligé, le mal évité, le mal infligé était moins grand que le mal évité, c'est-à-dire les conséquences évitées de la crise climatique. Voilà. Alors, Julia, est-ce que tu traînes ton cellulaire avec toi quand tu te retires dans tes quartiers? Ouais. Ouais. Ouais, quand tu prends une pause de la frénésie du monde? Ah, je prends pas de pause de la frénésie du monde. Non, mais quand tu t'isoles le temps de faire le point. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je m'isole le temps de faire le point? Ben voyons, quand tu prends un moment pour te soulager du poids du quotidien. Tu parles de passer au cabinet. Ah, mais voyons, Julia. Eh oui, je parle de ça, mais je pensais pas que tu serais aussi vulgaire que sketch, ça. là? Voyons, j'essayais de pas être vulgaire, justement. Un peu de J'ai vraiment décence, dit je t'en passer au prie. cabinet en plus, tu sais. Oui, exact. Quand tu OK. vas là où on va seul. Tu me poses des questions très, très intimes, là. En même temps, On est rendu là, hein? t'es pas obligé de Je vais y me répondre. livrer, là. Je vais me livrer. Ça m'arrive. Ouais, je comprends. Ça arrive même au meilleur d'entre nous, hein.
Semblerait-il qu'il faut éviter d'amener son téléphone, un livre ou un magazine quand on évacue le trop-plein Hey, quotidien. Slow News Week, là, c'est tellement bon. On est une émission de service public. Mais Hein? oui, tellement. Ben oui. Non, Mais non. pour vrai, je suis curieuse. Pourquoi? Bon, tu vois? Et c'est tellement... Rachel n'a pas cessé de me rappeler, c'est proche des gens. C'est proche des gens. Rachel, elle disait Tu peux pas ça. être plus proche des gens. Puis j'étais comme, hein, oui, effectivement, je suis un petit peu dans le cabinet avec eux. Hein? Bon, alors, semblerait-il qu'il faut éviter d'amener téléphone, livre, magazine là, quand on évacue le trop-plein OK. quotidien. Livres et magazines inclus. Oui, oui. Pourquoi? Ben, dis-moi. Parce que ça peut être nuisible pour la santé de passer trop de temps sur le trône. Hein? On vise des règnes courts, hein? Une genre de monarchie instable, c'est ce qui est recommandé. Hein? 10 minutes maximum dans la position du penseur de Rodin, selon les médecins. Lesquels médecins? Une grosse gang, je te dirais, mais dans le cas qui nous préoccupe, Ouais. des médecins américains. C'est que, vois-tu, je suis tombé sur un article qui a retenu mon attention, un article de CNN, Ouais. et heureusement, là, au sommet de l'article, c'était écrit « Temps de lecture estimé, 4 minutes », ce qui m'a donné amplement le temps de conclure mon programme. Je peux pas croire. C'est tellement... Dans les délais prescrits. Oui. Alors, les dangers sont les suivants si on passe trop de temps à expier nos péchés. As-tu déjà entendu parler du phénomène de la gravité? Oui, oui. Oui, OK, bon. Semblerait-il que quand on s'exécute, on a le milieu postérieur du corps plus bas là, que quand on est assis dans un sofa là, à cause de la forme du mobilier. Mhm. Et donc, la gravité combinée à la pression que le mobilier exerce sur certaines parties de nos corps fait que le sang reste et peine à circuler et à quitter la zone. Et J'en reviens pas de tout ça. OK. ça cause donc un risque accentué de développer des hémorroïdes. Ça peut aussi affaiblir les muscles pelviens et ça risque d'entraîner toutes sortes de désagréments. Et ça augmenterait même les risques de prolapsus rectal, Julia. Ouais, c'est quoi ça? Oh, non, Julia, par exemple, si tu veux le savoir, je vais te demander de faire tes recherches, je m'embarque pas là-dedans. Parfait. Donc, on recommande des séances de méditation d'une durée de 5 à 10 minutes le maximum, d'où l'idée de ne pas associer le moment de recueillement à du divertissement. Parce OK. qu'il faut rendre la chose la plus ennuyante possible et surtout, il faut être pleinement attentif à ce qu'on fait. Il faut être en pleine conscience Ouais. pour avoir une certaine maîtrise du temps, mais aussi pour s'assurer là, d'éviter de mettre trop d'efforts dans le processus, là, parce que ça aussi, c'est mauvais pour la santé. Tu fais comme un numéro de stand-up sur aller à la salle de bain. C'est fou, genre, ce qu'on vit. Je peux pas croire si je suis... je suis là. Mais veux-tu que je te dise pourquoi je fais ce numéro de stand-up-là Ouais. sur aller à la salle de bain? Ouais. C'est que cette semaine, le 19 novembre, pour être plus précis, c'était la Journée internationale des toilettes. Oh non, Olivier, c'est quoi, là? C'est quoi qu'on fait? Et le Qu'est-ce 19 novembre, c'était également la Journée internationale de l'homme. Donc, évidemment, l'homme passe toujours en numéro 2. Non, 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 non. J'ai eu une clap. J'ai eu une clap pour celle-là. Lente clap. Bon, oui, ben, c'était... Bah oui, mais en quand même même, temps, je quand même. m'attendais pas à une clap très rapide pour ça. Là. Donc, c'est la Journée internationale des toilettes le 19 novembre. Ça a été créé par l'UNICEF en 2013. Hein. Donc, c'est vraiment pas une blague. C'est pour nous rappeler que 3,5 milliards de personnes, soit près de la moitié de l'humanité, ne disposent pas d'un accès quotidien à une toilette digne de ce nom. Mm. De ces 3,5 milliards, il y en a plus de 400 millions de personnes qui sont forcées de se délester à l'air libre, avec tous les problèmes qui viennent avec, là, notamment pour l'environnement immédiat et l'environnement moins immédiat. Là. L'insalubrité de l'eau, les déficiences du système d'assainissement et le manque d'hygiène sont responsables chaque jour de la mort de 1000 enfants de moins de 5 ans. Puis pour les femmes, c'est problématique aussi, là. Tu sais, ça peut causer des enjeux gynécologiques, là. Je sais pas si c'est le bon terme, mais... Ici, là, au Québec, au Canada, on a la chance d'avoir des installations sanitaires de qualité, mais, détrompe-toi, Julien, on n'est pas exactement le paradis de la toilette. Hein? Il y a des organismes qui sont sortis cette semaine qui ont profité de la Journée mondiale pour réclamer plus de toilettes publiques à Montréal et dans l'ensemble du Québec, notamment l'organisme Au Secours, mais on a aussi entendu à Patrick Masbourian, un gastro-entérologue, sur cette question-là. Donc, vraiment, le milieu s'est mobilisé pour réclamer plus de toilettes publiques et il réclame aussi un accès à un répertoire des toilettes publiques pour qu'on puisse les localiser rapidement. Un genre de l'épage jaune du trône ou un carnet des cabinets ou un bottin du petit coin.
Ça prend des toilettes publiques pour les personnes en situation d'itinérance, oui, mais aussi pour une partie de la population qui, en raison de problèmes de santé, limite leur sortie là, de peur de ne pas avoir d'options à proximité quand ils sont foudroyés par l'envie de se décharger. Merci. Point d'interrogation. Bien, ça fait plaisir, Julia. Tu sais, on y va des fois dans des sujets importants, lourds, mais il faut aussi être capable de donner de l'information qui peut leur être utile dans leur quotidien. Tu sais. C'était fort intéressant, mais je pense que nos deux sujets ne font pas le poids face à ce qui s'en vient. Ah! C'est surtout, au-delà du sujet, c'est la qualité de l'invité. Non, mais moi, c'est mon idole qu'on accueille aujourd'hui à Qu'est-ce qui se passe et je pèse mes Et mots. moi, c'est mon ami. Mesdames et messieurs, Veuillez accueillir Pascal. l'incomparable. Cali. Mesdames et messieurs, Veuillez accueillir l'incomparable Pascal Harrison Harrison Julien. C'était une intro. Je suis désolée, Pascal. Habituellement, on fait mieux que ça. Genre, Là, attendez, j'ai un props parce qu'apparemment, c'est ça qui... T'as des accessoires. Oui, j'ai des accessoires parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'on gagne des concours, des tas pivots, des C'est props. vrai, c'est vrai. Voilà. Oh! Mais c'est surtout... Un c'est- bol. Elle Mais dépose c'est un surtout bol que moi, sur la je peux table. pas venir vous voir sans un buffet oh, c'est trop de C'est nourriture. tellement vrai. Ben voyons donc, Pascal. C'est tellement Attendez, un bon point. c'est pas terminé. Là. Marin a pas fait ça la dernière fois. Non, Puis si je veux marquer les esprits, là aussi. on le réinvitera pas. Des Donc, croissants. dans oh le my bol, God. c'est ça. Dans le bol, des croissants, une petite miche de pain, des Ah, mais viennoiseries. voyons donc. Alors, Pascal, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'avortement. En général, mais plus précisément, Julia, parce que cette semaine, il y a eu une annonce de la ministre Martine Biron. Faut peut-être amener un peu de contexte à ta présence, parce que Pascal t'a fait un balado au sujet de l'avortement Oui. qui s'intitule Avortement, un pays pas comme les autres. Et si je peux me permettre le compliment suprême pour une membre de la génération Z, je l'ai écouté pas en x2, en x1. Et je Attends, pense- c'est parce que le la balado. milléniale gériatrique que je suis, tu veux dire, tu l'as pas écouté en version accélérée? Exact. Oui. Je l'ai écouté en version normale. Franchement, je suis honorée. Et la raison pour laquelle on te reçoit cette semaine, Pascal, dans nos Chic luxueux studio, ouais. et accueillants studios, c'est que la ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, une ministre québécoise, a présenté lundi un nouveau plan pour améliorer l'accès à l'avortement au Québec. Ça sort d'où, ça? Pourquoi on a un plan tout à coup pour améliorer l'accès à l'avortement? C'est une bonne question parce que ça sort pas de nulle part. Au lendemain du renversement de Roe contre Wade, Martine Biron avait Roe contre Wade, qui était le jugement qui garantissait l'accès à l'avortement. le jugement qui garantissait l'accès à toutes les Américaines qui souhaitaient l'obtenir. Ça a été renversé. On a redirigé ça vers les États, leur disant vous pouvez légiférer en la matière, ce qui a fait en sorte que plein d'États qui avaient déjà commencé à énormément réduire l'accès aux services ont dit maintenant, sur notre territoire, ce n'est plus disponible. Donc, au lendemain de ça, il y a des manifestations un peu partout au Canada, au Québec aussi. Martine Biron, profondément heurtée là, dans sa... Puis elle m'a dit en entrevue, moi, c'est ça qui m'a poussé notamment la question de l'avortement à faire le son politique, parce que c'est une ancienne collègue journaliste, Martine Biron. Donc, au lendemain de ça, pas au lendemain, mais quelques temps après, elle sort en disant il faut protéger ce droit-là au Canada. Il ne faut pas que ça se passe comme aux États-Unis. Et dans sa première proposition, elle avait lancé l'idée de faire une loi qui protège l'accès à l'avortement. Ça n'avait pas été rencontré avec beaucoup d'enthousiasme. Au contraire, plutôt une levée de bouclier parce qu'au Canada, il n'y a pas de loi sur l'avortement. C'est plutôt une suite de décisions de la Cour suprême qui viennent encadrer l'accès à l'avortement. Le milieu lui avait dit non, 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 c'est pas ça qui est important de faire. On va ouvrir une boîte de Pandore. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ce qui est important, c'est de faire un état des lieux. Parce que le problème au Québec, le problème au Canada, c'est surtout l'accès aux services qui est très inégal d'un endroit à l'autre. Donc, elle a fait un pas de recul en disant, OK, peut-être pas une loi, je vais rencontrer tout le monde, je vais parler à tous les groupes, à toutes les personnes qui travaillent sur le terrain, sur la question de l'avortement, sur les soins, je vais les écouter et je vais éventuellement présenter un plan d'action. Et c'est ça qui est arrivé cette semaine, plan d'action, 28 propositions, 7,5 millions de dollars qui seront consacrés pour les 3 prochaines années. Donc, c'était ça l'essence de la nouvelle cette semaine. Là, on est voisines de bureau, Pascal, là, et je t'ai vu lire avec
immense attention. On sait que c'est sérieux quand le plan est imprimé et qu'on l'annote à la main. Hein. C'est ce que Pascal a fait cette semaine. J'ai d'ailleurs remarqué que tu as pris des notes. Que moi, j'ai pris des notes? Oui, et Par rapport à... imprimé un document cette semaine. Mais moi, c'est mon modus operandi depuis surligné. longtemps. Ah ben c'est drôle que tu vantes la façon de procéder. Non, mais et puis qu'après, ce que tu je nous dis, dises que c'est ce que c'est tu fais. que c'est seulement quand c'est très sérieux qu'on le Ouais, fait, tu comprends? ouais. C'est quand tu as vraiment besoin de te concentrer. Donc, j'imagine que tu t'y es penché avec sérieux. Puis j'étais curieuse de savoir ce qui ressort de ce plan-là pour toi. Ce qui ressort pour moi, c'est 3 points. Donc, améliorer l'accès. Puis ça passe notamment avec la création d'un nouveau centre de services à Québec. Pourquoi à Québec? Oui. Un nouveau centre de service, donc une nouvelle clinique où est-ce qu'on peut aller Une nouvelle clinique. obtenir un avortement? Ça ne sera pas pour tout de suite, là, mais on va travailler là-dessus. C'est qu'à Québec, en ce moment, il y a seulement un endroit dans un hôpital où, justement, l'avortement par instrument, là, quand on parle de la procédure chirurgicale, il y a seulement un endroit où on l'offre, ce service-là. Ce qui peut paraître étonnant quand même, parce que Québec, c'est pas juste Québec, hein, c'est toute la région entourant Québec. Et depuis plusieurs années, la FQPN, la Fédération québécoise du planning des naissances, elle va appeler toutes les cliniques, tous les endroits dans la province pour prendre des statistiques. Et ils ont plusieurs fois constaté que parfois, ça prenait jusqu'à 5 semaines à Québec avant d'avoir un endroit, une plage horaire là, pour pouvoir avoir cet avortement-là, ce qui est très long. Des fois, on peut se dire, dans le système de santé, 5 semaines, c'est pas si long que ça. Mais au contraire, lorsque quelqu'un décide qu'elle veut interrompre sa grossesse, toute attente devient quand même très difficile, très longue, très challengeante. Donc, 5 semaines, c'est vraiment au-delà du temps d'attente des autres régions. Donc, Québec a été comme le premier endroit qui a été annoncé par la ministre Biron. Cette création de nouveaux points d'accès-là, ça, c'est sûr que ça va prendre la grande partie de l'enveloppe qui est consacrée justement à ces annonces-là. Sinon, on va aussi créer une ligne téléphonique parce qu'au Québec, ça peut paraître un peu surprenant, il n'y a pas de service centralisé, ni téléphonique, ni sur le web. Okay. Donc, lorsqu'on cherche un endroit pour avoir un avortement, on part de notre côté, on fait des recherches. Si on est à Montréal, on a quand même pas mal de chances de trouver une clinique qui n'est pas trop loin de chez nous. Ailleurs, ça peut être plus compliqué. Donc, on va créer une ligne téléphonique qui va non seulement prendre des appels des personnes qui ont besoin d'informations, on va leur donner des infos, on va peut-être les diriger vers une clinique pour avoir un avortement par instrument, mais aussi, ce qu'on va ajouter, c'est qu'on va pouvoir prescrire au téléphone la pilule abortive. L'autre façon, justement, d'interrompre sa grossesse, une façon qui est très, très peu populaire au Québec. On est très loin derrière les autres provinces, ailleurs aussi dans le monde. On peut le comprendre de plusieurs façons. Premièrement, Québec, on a presque une 50aine de cliniques qui offrent les services d'avortement. C'est de loin l'endroit où on offre le plus l'avortement par instrument. Première raison. Deuxièmement, jusqu'au renversement de Roe contre Wade, le Collège des médecins avait peut-être le plus, justement, de restrictions pour obtenir un avortement par médicament. Pourquoi? On disait il faut qu'un médecin soit formé pour pouvoir la prescrire. Donc, ça réduisait le bassin de médecins capables de pouvoir la prescrire. Il fallait passer une échographie aussi, puis ça venait un peu annuler, comme justement, ce qui est intéressant avec la pilule abortive, qui peut être fait au téléphone à des femmes qui n'ont pas nécessairement accès à des services de proximité. Donc, il fallait que la femme se déplace, qu'elle passe une échographie, puis après ça, elle avait le droit d'obtenir une prescription pour une pilule abortive. Donc, c'est plus compliqué au Québec, alors que l'avantage de la pilule abortive, c'est que c'est plus simple et plus accessible. Exactement, et parce plus que secret aussi. ça peut être plus secret. Si on est dans un milieu où se déplacer dans une clinique d'avortement, ça peut être mal vu, ça peut être fait au téléphone, ça peut être fait à distance. Après ça, là aussi, il faut faire attention aux chiffres parce qu'on est passé à 17 % des Québécoises qui procèdent de cette façon-là avec la pilule abortive. Puis Martine Biron a dit que c'est vraiment très loin derrière les autres provinces notamment. Il faut faire attention parce que dans les provinces où la pilule abortive est vraiment la procédure la plus populaire, c'est aussi parce qu'il manque de cliniques. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est quand même intéressant que la ministre se dise qu'il faut augmenter la possibilité des femmes québécoises d'obtenir la pilule abortive si elles souhaitent procéder de cette façon-là. Il faut le dire, l'avortement par instrument versus par une pilule, c'est aussi
deux expériences très, très différentes. C'est-à-dire, la pilule abortive va vraiment être une bonne solution pour la personne qui veut faire ça chez elle, dans son environnement, qui n'aime pas les actes médicalisés. C'est tout à fait louable et tout ça, mais ça prend 2 jours l'avortement avec médicaments. C'est 2 médicaments, en fait. Une première journée, on prend un premier médicament, deuxième journée, un deuxième. Il faut gérer la douleur par soi-même. Des fois, on a des ressources pour appeler pour voir si tout est correct et tout, mais c'est complètement différent aussi d'aller en clinique, se déplacer, rencontrer une infirmière, l'avortement se produit, puis on sort de là et c'est fait et c'est réglé. Ouais. C'est terminé. Donc, la vraie... moi, ce qu'on me disait dans les groupes, justement, qui représentent le droit des femmes, qui représentent, justement, un meilleur accès pour l'avortement, on me disait, la meilleure des options, c'est d'avoir les 2 options et de pouvoir choisir. Parce que aussi, une tendance qu'on a remarquée dans les dernières années, même si la pilule abortive est très peu populaire, c'est que certaines régions se disaient, « Ah, ben maintenant, on peut prescrire la pilule abortive. On n'a plus besoin d'offrir l'avortement par instrument ou on peut réduire les heures de disponibilité. » Puis ça, ce qu'on me disait, il faut faire attention. L'apparition d'une méthode ne vient pas enlever de l'importance à l'autre. Il faut être capable et en mesure d'offrir les 2 options aux femmes. Donc, dans le plan de Martine Biron, il y a un meilleur accès qui s'incarne par une nouvelle clinique éventuellement à Québec. Il y a une ligne téléphonique qui sert un peu de registre de toutes les cliniques et qui sert à orienter les femmes vers différents services et où est-ce qu'elles peuvent se faire prescrire, pourront se faire prescrire la pilule abortive. Mais il y a aussi un 3e axe qui a retenu ton attention, c'est-à-dire lutter contre la désinformation. Ça peut paraître un peu flou. Hein, Ouais. comme proposition, la désinformation. Puis clairement, la ministre Biron a vraiment fait ses devoirs en allant consulter les gens parce que pendant des mois, on m'a dit un des plus gros enjeux, ben, c'est l'absence d'informations centralisées. Ça fait en sorte que n'importe qui peut s'insérer dans les moteurs de recherche. Puis un des axes les plus importants où s'insèrent les groupes anti-avortement, c'est leur présence sur Internet. Comment, me demandez-vous? Oui, c'est ce qu'on Comment? fait, Ouais. Pascal. Oui, voilà. Bien, le modèle dont on parle de plus en plus depuis quelques années, ce sont les centres d'aide à la grossesse. Vous allez sur Google, vous cherchez des informations, vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi faire et il y a plein de centres d'aide à la grossesse qui vont apparaître dans votre recherche avec ce nom-là qui est somme toute très générique et tout, mais qui sont financés par des groupes religieux, par des personnes ou qui sont opérés par des bénévoles qui s'opposent vraiment à l'avortement. Et lorsque vous appelez pour avoir des conseils, pour faire votre tête et tout, on va ouvertement vous décourager d'avoir recours à un avortement. On va vous dire que ça va nuire à votre santé mentale, que vous allez vivre avec ça toute votre vie et tout. Il y en a beaucoup, des groupes comme ça? Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a aussi des groupes qui, eux, sont des véritables centres d'aide à la décision. C'est-à-dire, ils vont accueillir votre appel et vous faire un peu l'examen de toutes les options possibles sans vouloir vous diriger dans aucune direction. Puis ça, il y en a 3 au Québec. OK, donc des centres officiels. Là. Les centres officiels, il y en a à Québec, en Estrie, à Montréal. Ils sont 3. Les groupes financés par des groupes religieux ou par le mouvement anti-avortement, il y en a plus d'une 20aine au Québec. Ils sont plus nombreux. Donc, c'est là qu'on a voulu agir, justement, en disant il faut, justement, s'attaquer à la désinformation. Comment? Bien, en, justement, centralisant sur le site du gouvernement du Québec, parce que ce n'était pas fait, là, pour toutes les Québécoises de partout, on veut centraliser toute l'information à un endroit et aussi donner plus d'argent à ces 3 groupes-là pour qu'ils reprennent un peu la part du lion du web, qu'on puisse plus facilement identifier justement les groupes qui, eux, ont un agenda et sont délibérément présents sur le web pour décourager les femmes d'avoir accès à l'avortement. Bon, donc, ce qu'on comprend, c'est que dans ce plan-là, il n'y a pas d'intention de légiférer. Donc, il n'y aura pas de loi pour assurer l'accès à l'avortement comme la ministre Biron souhaitait le faire au départ. Ce qui avait été, et là, c'est ça qui est étonnant et qui peut sembler contre-intuitif, ça avait été mal accueilli par des groupes féministes, par des groupes pro-choix. Même le barreau du Québec avait réagi en disant non, il ne faut pas faire de loi. Puis oui, c'est vrai que c'est très contre-intuitif parce qu'on se dit protéger quelque chose, bien, une loi, il n'y a rien de mieux justement pour le baliser, pour l'écrire, Mais le contexte canadien est vraiment particulier. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi sur l'avortement. C'est inclus dans les soins de santé. Et ça, il y a plein de pays. La France a une loi sur l'avortement où on vient un peu baliser et on vient surtout un peu restreindre l'accès à l'avortement au-delà d'un certain nombre de semaines, par exemple. Et bref,
le Canada, c'est plutôt une suite de décisions de la Cour suprême qui sont venues encadrer l'accès à l'avortement. La première étant l'arrêt Morgenthaler, où on a décriminalisé l'avortement. 88, on décriminalise. 89, on établit que le fœtus n'a pas de statut juridique. Ça, c'est l'affaire Chantal Daigle. Exactement, l'affaire Chantal Daigle. Donc, un conjoint ne peut pas s'opposer à l'arrêt de la grossesse d'une conjointe par avortement parce que l'enfant n'a pas de statut juridique. Je dis l'enfant, mais c'est plutôt le fœtus n'a pas le même statut qu'un être qui est né comme tel. Il y a eu 2 autres décisions, mais ça fait en sorte que le Canada, c'est l'endroit, pas mal un des seuls endroits où une femme peut se faire avorter pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment aussi de sa grossesse. Ça en fait un cadre très, très libéral. Et donc, l'idée d'amener une loi... Ça fait qu'elle pourrait être modifiée. Et contestée. C'est ça l'affaire. Oui, une fois qu'il y a une loi, on peut jouer dedans et donc rendre l'accès à l'avortement encore plus restrictif. Et restreindre encore plus. Et ça, c'est un des dossiers les plus importants que des groupes anti-avortement mènent, très ouvertement, notamment à Ottawa, en essayant de faire élire le plus grand nombre de députés au sein du Parti conservateur. C'est pas dans un autre parti, il faut le dire. Et ce qu'on veut, c'est ça, mettre une loi sur papier, puis après ça, commencer à gruger. Dire, les Canadiens, ils sont majoritairement pour l'avortement, mais les avortements passés la 20e semaine de gestation, là-dessus, ils sont pas tout à fait à l'aise. Donc, dans la loi, on va ramener ça à 20 semaines. Puis après ça, les avortements sexo-sélectifs, où quelqu'un va se faire avorter parce que le genre du fœtus est déjà établi, puis on préfère on pourrait faire une loi pour interdire ça. Donc, une loi, ça protège au départ, mais ça peut être revu à la baisse. Ouais. Alors que le cadre qui est là présentement est suffisamment permissif. Bien, suffisamment. En fait, n'impose aucune restriction. C'est ça l'affaire. Ce plan-là qui a été déposé cette semaine, est-ce que ça répond aux inquiétudes des acteurs du milieu? Est-ce que les Québécoises vont avoir, peu importe où elles se situent sur le territoire, un accès bonifié ou simplifié à l'avortement? Première partie de la question, est-ce que ça répond aux attentes du milieu? Absolument. Moi, j'ai rarement vu une série d'annonces être aussi bien accueillies par le milieu. Après ça, est-ce que ça va régler les problèmes d'accès? Justement, l'iniquité entre une femme qui habite dans la baie des Chaleurs versus celle qui habite à Montréal, le temps le dira. Puis on fera le bilan dans quelques années pour voir si ça change réellement la donne. C'est fou de voir à quel point la politique des États-Unis peut avoir un impact ici. T'sais, ce n'est pas que ça. C'était quand même dans les préoccupations de Martine Biron avant, mais... C'est surtout que les États-Unis, il y a 30 ans, il y avait une minorité de gens qui voulaient renverser Roe contre Wade, puis ils ont entamé une longue campagne pour que ça change et ça réussit. Donc, les groupes d'ici, anti-avortement, se disent, nous aussi, on va travailler sur la durée. C'est le travail d'une vie pour nous. Donc, on s'en reparle en 20, 30 ans, 40 ans. Est-ce que ça peut arriver? Le contexte juridique n'est pas le même, mais il y a des gens qui l'espèrent. On se donne rendez-vous dans 20 ans à ce même micro pour faire le bilan. Pascal. Oui, parce qu'on va définitivement être l'émission radio-canadienne avec la plus grande longévité. Absolument. C'est quoi le record à battre? C'est la semaine verte. C'est la semaine verte. Qui a passé le cap des 50 ans. Oui. Bon, c'était pas le même animateur, mais non. Il faudrait que ça arrête là maintenant, premièrement. Oui, il faut que ça... Qui nous donne un coup de main. C'est notre plan, Olivier. Je vais appeler Catherine Mercier de ce pas. La semaine verte. Oh non, ils sont trop fins, ils sont trop bons. On ne peut pas leur faire ça. On va pas leur faire ça. Et c'est maintenant l'heure. Merci, Pascal. Bonne semaine à tous. C'est là qu'on mange. Au revoir. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, dis-moi qu'est-ce qui se passe.